France, Sénégal, Norvège, bon, le barragiste, Bolivie, Suriname ou Irak. On va se faire un petit jeu, on va voir la réaction de Didier Deschamps au moment où il découvre ses adversaires. On y va, pendant le tirage au sort, on est en direct. Là, Sénégal. Réaction de Deschamps, stoïque. La Norvège, et là, un éclat de rire. Là, il faut dire que Stal Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, était derrière. Donc là, c'est sympa. Les barragistes. Et alors là, il n'a rien révisé, là, il ne comprend pas. Là. Là, il croit qu'il doit jouer les trois. Il croit qu'il doit jouer les trois, là. Non, mais c'est parce que c'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. S'il a besoin de lunettes, qu'il prenne des lunettes, nos Didier. Bolivie, Suriname ou Irak, donc il y aura une finale, tout ça. Et puis le vainqueur, donc, arrivera dans le groupe de la France. Est-ce un groupe qui vous fait peur ou qui vous excite? Habillage, au mondial, je ne sais pas, voilà, habillage, ce que vous voulez. Samir. Excite. Excite. Ça me fait pas. Félix. M'aurait fait peur si les troisièmes passaient pas, donc oui, m'excite. Ok. Olivier. Mexique. Mexique. Ça m'excite, ça pas de Mexique. Ah oui, non, c'était pas dans le... Ouais, d'accord. Ça m'excite. Hugo. Mais ça peut que exciter. Ah ouais, ça peut... Bon, allez, Alors, on aurait pu avoir des... Excité aussi. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui. Franchement, vous n'avez pas peur qu'il se fasse sortir? Non, mais alors, Félix a raison. Faut faire 3 points faut faire 3 points avec une différence de but pas horrible. Exactement. Voilà. Le fait qu'il y ait les meilleurs troisièmes, ça change déjà par rapport à 2002, où il y avait que les deux premiers qualifiés, où, effectivement, où la moindre défaite avait beaucoup d'autres conséquences que là. Là, franchement, les conséquences ne sont pas les mêmes. Le France-Sénégal 2002, qui est ton match d'ouverture, tu le perds, là, tu sais que tu es en grosse difficulté d'entrée. Là, tu le perds. Oui, c'est pas si grave. En tout cas, c'est moins grave. Et c'est sympa d'avoir un premier tour aussi dense. Il faut quand même dire les choses. C'est la première Coupe du Monde à 48. Il y a quand même beaucoup de matchs dont on va se ficher complètement, pour lesquels on aura du mal à se passionner. Là, au moins, dans ce groupe-là, tout va être passionnant, tout va être intéressant. Il y a plein d'histoires à raconter. Alan Mbappé, le Sénégal, le retour de France-Sénégal. On ne sait pas quel sera le troisième adversaire. Et franchement, c'est un truc sympa. Et après, on a quand même l'équipe de France, enfin le football français, 4 finales sur les 7 dernières Coupes du Monde. Il n'y a quand même pas non plus de quoi avoir. Enfin, voilà, c'est dense, c'est le groupe de la mort, c'est le groupe le plus dur, mais il ne faut pas exagérer. Et 2 éliminations au premier tour. Ah, c'est vrai qu'il y a des finales. Oui, mais on a fait des efforts quand même. En 2002, Zidane était blessé, etc. Et tout. Oui, en 2010, on connaît l'histoire. Non, mais c'est quand la dernière fois que tu as eu un groupe en Coupe du Monde aussi relevé, franchement? Ah ben, je sais pas. De mémoire, j'ai un peu sur Vincent que pour 2010, on est sorti par Mexique, Afrique du Sud et Uruguay. C'était costaud, c'était pas mal. En 2002, avec la sensation des éliminatoires et une des meilleures équipes africaines. Et en 2010, la France n'a pas l'équipe et la domination qu'ils ont aujourd'hui sur les mais tu vois, le Mexique, l'AF-Sud, organisateur, machin, mais là, tu as une équipe top 5 Afrique et la sensation des éliminatoires Europe, quoi, quand même. Je pense que le plus dur, ça reste 78. Olivier, tu y étais. Ouais. Argentine, Italie, Hongrie, c'était pas facile quand même. Hyper costaud. C'était un mondial à 16. C'était un mondial à 16. On ira prendre le pouls, les souvenirs d'Olivier Rouillet, s'il s'en souvient ou pas. Tout de suite d'ailleurs. Oui, 78, donc c'est le tirage au sort, c'est en janvier, c'est à Buenos Aires. Vous étiez... Enfin, Michel Hidalgo, le sélectionneur, n'avait pas encore donné sa liste, mais pour se dire un peu... Vous avez vécu comment ce tirage au sort? Enfin, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de truc. J'avoue que le tirage au sort... Vous l'avez appris le lendemain dans la presse? Oui, complètement. Nous, c'est dingue. C'était pas du tout... Je ne me rappelle plus si c'était en direct ou quoi. En tout cas, je n'ai pas de souvenir exact. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Par contre... Vous l'avez appris comment? Une fois... Par la radio, sans doute, à l'époque. Le lendemain... Ou c'est la radio à l'époque, quand même, Ou à la radio, oui, à la radio. Sûrement à la radio. Oui, à la radio. Mais attends, on vous téléphonait? J'étais pas sûr d'aller en équipe de France, d'aller au mondial. Faut pas l'oublier. Mais bon, après ça nous a interrogés. Mais bon, le pays organisateur, l'Italie à ce moment-là, c'est quand même grosse cote. Hein, c'est pas les Italiens de maintenant. Donc, et puis la Hongrie, on ne savait pas trop. Mais non, nous, on était impressionnés. En ce qui me concerne, moi, j'étais impressionné par les adversaires. Qu'en pense Didier Deschamps, sélectionneur actuel de ce tirage au sort? Que ça fait un groupe dense. Eh oui, la Norvège a fait une campagne de qualification de très haut niveau en marquant énormément de buts. Il y a une motivation du côté du Sénégal, comme à chaque fois qu'il y a des équipes africaines qui rencontrent la France, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui en sont originaires. On a 2 équipes solides et une inconnue. Ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire. Hier, on faisait un petit tirage. C'est le jeu, on faisait un petit tirage virtuel. Nous, on avait comme pire tirage Colombie, Norvège, Ghana.
Et là, franchement, Sénégal, donc Norvège, et puis donc le barragiste. Moi, je pense que le Sénégal, c'est meilleur que la Colombie. Bah, moi, ça me fait plus peur. Et le Ghana, c'est meilleur que la Bolivie, l'Irak ou le Suriname. Oui, aussi, ça. Surtout que tu es en année de Cannes et que les équipes africaines auront un vécu immédiat de grosses compètes juste avant, ce qui va les aider forcément, parce que la difficulté pour les sélectionneurs, c'est de construire quelque chose. En l'occurrence, ceux qui sortent de la Cannes, si ça s'est très mal passé, t'es dans la revanche, ça s'est bien passé, tu t'appuies dessus. Oui, le Sénégal. Mais le Sénégal, ils peuvent arriver avec l'élan d'avoir gagné la Cannes. Hein. C'est possible, hein. C'est même probable. Ouais, non, voilà. Ils sont dans les 2 favoris. Puis avec beaucoup d'expérience, ils ont des vrais joueurs. Avec les... Bon, vous êtes tous excités, mes amis. Très bien. J'avais un petit truc, une petite stat, parce que des grosses nations éliminées au premier tour. Alors dans les clubs, enfin Pas dans le quiz, ça Non, c'est pas ça. C'est pas ça le quiz. 2022, l'Allemagne et la Belgique passent à la trappe dès le premier tour. Oui. C'est pas mal. 2018, Allemagne. Il n'y avait que 2. Il y avait que 2. Ah bah là, c'est vrai. En 2014, Espagne, Italie, Angleterre. Bye bye. Italie-Angleterre qui était dans le même groupe. 2010, France, on est bien passé. Italie également, championne du monde en titre. C'était les 2 finalistes au placard. Et puis en 2002, là, c'était la Saint-Barthélemy pour les gros. Hein. La France, le Portugal et l'Argentine. Là, votre parade, c'est les meilleures 3e passes, donc c'est le parachute. Tous ces exemples, c'est dans les groupes où seuls les 2 premiers passaient. Ouais. Et en 2006, c'était... personne n'a été éliminé. Alors qu'il n'y avait que les 2 premiers. Ouais, aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si la France a déjà terminé dernière de sa poule sur une... Bah oui, en 2002. En 2002, oui. 2002. En 2002, c'était là. Non, vous avez des questions, on a des réponses, tout va bien. Parce que dans tous ces exemples-là, il n'y a que la France où, dans la configuration actuelle, on saute quand même. L'Italie, je crois, fait des points. Le Portugal, à l'époque, fait des points. Et tout. Si tu fais 3 points avec une bonne diff, tu passes. Là. Et la liste rappelle que la France, en 2022, était le premier champion du monde à ne pas être éliminé au premier tour depuis 5 ou 6 Coupes du Monde. Ouais. Oui. Ah oui, donc vous voyez que c'est pas mal. Mais enfin, on n'est pas champion du monde en titre. Merci les Argentins. On leur souhaite bon courage. Si la France termine première, bah oui, c'est le jeu, parce que le tirage au sort est là, et puis nous, bah on prend. Ça, c'est pas évident. On rentre dans le tableau. Alors, si la France termine première, sur les 16e, on fait chou blanc, parce que la France pourra affronter le meilleur 3e, et ça joue dans 5 groupes. Donc là, en plus, dans les 5 groupes, il y a les barragistes. C'est une usine à gaz, on a passé. Mais en 8e de finale, ce serait l'Allemagne. En quart, les Pays-Bas. En demi, l'Espagne. Et puis en finale, soit l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, le Portugal. Alors, ces simulations-là, c'est si tous les gros terminent premier de leur groupe et on y va gaiement. Voilà. C'est l'Euro 2026, votre truc, là, mais... C'est vrai. J'ai l'Argentine, éventuellement en finale. J'ai le Brésil également. Si tu fais 2, tu prends tu mets dans quelle partie de... Alors, si je fais 2, j'étais sûr que vous allez me demander la question, on avait tout préparé. Parce que ça va faire 2. Colombo. Peut-être mieux de faire 2. En 16e de finale, on aurait soit l'Équateur, soit la Côte d'Ivoire. On aurait le Brésil. Ça veut dire que l'Allemagne fait 1, ça ouais. Okay. On aurait le Brésil en 8e de finale. On aurait l'Angleterre en quart. On aurait soit l'Argentine, soit le Portugal en demi. Et en finale, on a le choix. On arrive tranquille. L'Espagne ou Brésil en 8e. L'Espagne ou l'Allemagne. Ça marche jamais. Tu viens de me convaincre. Non, mais je sais que ça marche jamais. Non, mais alors, je sens, cher président, que c'est un reproche. Non, pas du tout. Si, c'est un reproche. Ah non, c'est pas un reproche. Non, mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est naturel de se mettre là, voilà. Mais c'est c'est indispensable. On a besoin de ça. Ça fait partie de l'attente. C'est constitutif du plaisir d'une Coupe du Monde de faire ces calculs-là 6 mois avant. Dans la réalité, on sait que ces calculs-là, ils sont balayés par ça ne se réalise jamais. Voilà. Je me souviens qu'avant la Coupe du Monde 98, après le tirage, on n'avait pas arrêté de dire en 8e de finale, on va prendre le Nigeria ou l'Espagne. Ouais. Le Nigeria ou l'Espagne, et ben boum, le Paraguay. Voilà. Et on avait passé 6 mois à se dire ça. Et après, non, après rien. Non, ben après ça. Tout le monde fait ça ou pas, vous, là? Non? Oui. Les tableaux? Avec la réussite légendaire de Didier Deschamps, je pense que tu peux signer le Curaçao. Tu fais 2 et tu prends Curaçao en 16e. Je pense que... moi, j'ai l'impression que sa chance l'a un peu abandonnée, là. Cette fameuse, je vais mettre des guillemets, chatte à Dédé. C'est une expression maintenant passée dans la culture populaire. Il ne l'a abandonné que partiellement, parce qu'il voulait jouer plutôt sur la côte Est, peut-être, éventuellement. On en parlera dans quelques minutes. Tout n'a pas été négatif dans son tirage. Okay. Puis dans un premier tour où on est quasiment sûr quand même de se qualifier, je trouve ça bien de jouer des équipes un petit peu consistantes, quoi. Pour rentrer tout de suite dans la compétition, affronter le Sénégal, affronter la Norvège, je trouve que ça prépare mieux pour la suite. Alors quelle est pour vous la meilleure équipe? Est-ce que c'est le Sénégal ou la Norvège? L'adversaire, on va dire numéro 1. Sénégal ou Norvège?
Sénégal équipe, moi, Sénégal. c'est le Sénégal. Sénégal Sénégal. Mais la Norvège a un potentiel offensif qui est hallucinant. Deschamps l'a souligné, ils ont marqué beaucoup de buts. Mais 37, c'est la meilleure mais c'est attaque pas de que la Haaland. Nord. Il y a Oscar Bob qui est souvent titulaire à Manchester City. Sorlos aussi, qui est un attaquant vraiment redoutable. Ils ont des milieux de terrain offensifs qui sont formidables. sera revenu et aura quelques matchs. Ah ouais, ils ont vraiment un potentiel offensif impressionnant. Ils ont des joueurs. Après, sur les grandes compétitions, ces dernières années, ils n'ont pas performé. Après, moi, pourquoi j'ai dit le Sénégal? Parce que c'est leur 3e Coupe du Monde d'affilée. Ils ont une expérience, ils ont des joueurs d'expérience qui vont jouer leur dernière Coupe du Monde. Ils ont un socle solide. Ils ont été sur une dynamique très positive avec 26 matchs, je crois. C'est ce que nous rappelait Moussa. Oui, sans défaite. Ces raisons-là, moi, je pense que l'équipe après la France. Ils viennent juste de perdre contre le Brésil, qui a été très bon à l'Emirates. Oui. Mais avant ça, c'était pas seulement des matchs africains qu'ils avaient gagnés, c'était aussi des matchs amicaux de gala. Ils avaient donc battu l'Angleterre à Nottingham. Exactement. C'est pas rien, une vraie victoire en plus. Il y a 1 an et demi, ils avaient déjà battu le Brésil à Lisbonne. Donc ils ont vraiment des références et beaucoup de confiance. Et est-ce que la CAN, ça va pas être un handicap quand même? Pourquoi Dépend de ta lecture. Juste, je vous pose le problème. Imaginons que le Sénégal passe à travers. Et pas de vacances déjà quand même. Oui, pas de vacances. Non, mais le Sénégal passe à travers. Le Sénégal passe à travers. Toi qui suis un peu, le Sénégal passe à travers et parce que je pense que même si c'est au Maroc, ils pensent aller au bout. Si ça se passe mal et qu'ils se fassent éliminer au 3e, ça peut avoir aussi une incidence énorme sur leur mental, même s'ils sont heureux de jouer contre la France, ça peut avoir quand même des conséquences qui soient comme l'inverse. Oui, alors vu comme ça, oui, mais en même temps, la CAN et la Coupe du Monde, c'est 2 compétitions totalement différentes, avec des conditions totalement différentes, un enjeu différent. Pour moi, tout est différent. Effectivement, ça peut avoir un impact parce que sur l'aspect médiatique, sur l'engouement négatif que ça va amener, mais pour et sur les calendriers, en fait, il y a une accumulation. Ils vont jouer quand même une compétition en plus. Une compétition en plus, quand même, non? Mais il y a une conséquence athlétique, quand même, qu'il faut quand même reconnaître. C'est pas valable pour toutes les équipes. Il y a des équipes à la CAN qui sont sans doute un peu plus sérieuses que d'autres, qui se préparent un peu mieux que d'autres. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sélectionnés à la CAN qui reviennent de la CAN plus fatigués qu'en partant, et pas seulement fatigués par le foot. Ce premier tour, le souhait de l'équipe de France, c'était d'éviter de jouer au centre du pays où les températures sont extrêmes à cette époque de l'année. C'est 11 juin, 19 juillet, la Coupe du Monde. La France est dans le groupe I et jouera sur la côte Est, d'où l'intérêt de cette carte. Donc, les stades sont sélectionnés, c'est Toronto au Canada, ou soit sur la côte Est, Boston, New York et Philadelphie. Dans le groupe I, c'est chaud, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est surtout le groupe H et J qui est caniculaire, où les températures sont caniculaires. Les équipes vont jouer au centre du pays. Les villes, on vous a donné, Houston, Dallas, Texas, Kansas City au Kansas, 3 villes mexicaines, Mexico, Guadalajara et Monterrey. L'Espagne, pour information, est dans le groupe H, donc jouera au centre du pays, là voilà, et l'Argentine est dans le groupe J. Idem pour les champions du monde en titre. Les Bleus évitent les zones de canicule et c'est un point important ou secondaire. Je crois que tout le monde a dit que c'était pas secondaire, donc plutôt important. Ah oui. C'est à peu près ça. Mais après, c'est difficile. Oui. Comme pour c'est difficile essayer de. Non, mais comme pour essayer de voir les futurs adversaires, les conditions météo. New York, on a déjà connu 45 degrés à New York, ça peut arriver aussi. Tout à fait. Donc, on peut très bien arriver pendant la Coupe du Monde au mois de juin, avoir 40 degrés à New York et que dans le centre du pays, il fasse un peu moins chaud. Donc là, c'est encore des suppositions. Après, il peut y avoir de tels écarts entre les groupes que forcément, on l'a vu pendant la Coupe du Monde des clubs notamment, il y avait des organismes qui étaient beaucoup plus entamés au moment de la phase d'élimination directe, selon où avaient joué les équipes précédemment. Moi, j'avais un souvenir de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Il y avait un premier match entre l'Italie et l'Angleterre en haut à Manaus avec une température extrême, avec une humidité extrême. À la fin du match, Pirlo, il était cryogénisé. Ils se sont jamais remis de ce match. Les deux équipes, d'ailleurs, elles ont été éliminées. C'était incroyable. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y aura beaucoup de différences dans la dépense énergétique demandée aux équipes, selon les côtes, selon les zones géographiques, mais aussi selon les horaires des matchs. Ça va faire une différence énorme. C'est demain qu'on saura. Hein. Pour jouer à 21h heure européenne, il faut jouer à 15h ou à 16h. Je crois que c'est que 5 heures l'été. Peut-être jouer à 16h à New York, mais il faut jouer à midi ou à 13h à Los Angeles. C'est clair. Et là, moi, j'étais cet été à la Coupe du Monde des clubs. J'étais au match du PSG contre... C'était où? Contre l'Atlético. Ouais. Ok. C'était à Pasadena à Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. Match à midi.
C'était une horreur. Une horreur. Ça nous rappelle quelques souvenirs, je vous ferai raconter vos souvenirs. Mais on revient sur le choix. Il y a aussi toute la préparation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la préparation. Donc il faut que quand même, je pense qu'ils y ont réfléchi avant moi, bien sûr, mais les sélectionneurs, tous les staffs médicaux sont obligés de prévoir des endroits où tu n'es pas là en train de te faire aspirer toute l'eau que tu as dans ton corps. Donc il faut être vachement vigilant. Et il y a aussi une adaptation à faire. Donc tout ça est compliqué quand même. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a dit récemment qu'il songeait éventuellement à ce que les remplaçants assistent le match, mais des vestiaires aux frais. C'est ce qu'il a évoqué. Voilà pour ces conditions. Oui, mais bon, ceux qui jouent, c'est les titulaires. Hein. Mais des remplaçants qui sont gardés aux frais, je trouve ça déjà... Enfin, en tout cas, ça serait nouveau, mais à la limite, dans une logique de gains marginaux, c'est pas choquant. Après, si on parle des gains marginaux, il va y avoir quelque chose qui peut faire une grosse différence aussi, c'est les déplacements. L'équipe de France, c'est plutôt intéressant d'avoir des déplacements assez courts. Enfin, Philadelphie, New York, ils peuvent le faire en autobus, ils le feront en avion, mais c'est pas très loin. Non, Philadelphie, New York, ils le feront pas en avion. Éventuellement en hélicoptère, en avion, parce que c'est vraiment juste à côté. C'est un trajet quand même qui va être assez court. C'est Roissy-Orly presque, hein. J'exagère, hein. C'est 1h30 en voiture. Voilà, mais il y a des trajets qui vont être beaucoup plus longs pour des équipes qui vont faire peut-être 5-6 000 km d'un match à l'autre. Félix et Samir, ça vous intéresse? C'est plutôt ce groupe. Au débat d'après, le groupe qui vous excite le plus, le groupe E, juste. Oui, d'accord, ok. Si c'est le débat d'après, c'est le débat d'après. Par rapport à ce que dit Hugo, eux, ils jouent à Houston, à Kansas City. Le groupe, il se joue aussi à Toronto et à Philadelphie. C'est-à-dire ça, c'est une seule et même phase. Ça, c'est des déplacements NBA. Ça, pour le coup, en termes de rythme, de gestion, de température différente, de machin, ça va être costaud. Bien sûr. Oui, effectivement, là, on a plutôt de la réussite là-dessus. Le mondial 2026 revient aux États-Unis 32 ans après. C'était en 94. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis. C'était donc la finale. On va regarder la une du lendemain. Au bout de l'angoisse, au bout de l'angoisse, parce que c'est la première finale de la Coupe du Monde qui se disputait à l'issue des tirs au but entre donc Romario, le Brésilien, et Roberto Donadoni, l'Italien. Et à chaque fois que je croise Vincent, que je discute, c'est pas à chaque fois qu'on discute de cette fameuse Coupe du Monde, vous étiez journaliste au Progrès, et à chaque fois, ce sont les conditions météo qui vous ont marqué, raconté aux téléspectateurs ce qui s'est passé à Pasadena, au Rose Bowl. Midi, au mois de juillet, franchement, il faisait 45 degrés, j'exagère pas. C'est une finale qui n'a aucun intérêt à revoir, où tout le monde était à pied, ça allait lentement, il ne se passait rien. Un des souvenirs les plus émouvants de la finale, c'était les danseuses brésiliennes, parce que ça s'accordait un petit peu au décor. Mais alors, pour le reste, on avait les ordinateurs de l'époque, c'était les premiers ordinateurs, je raconte toujours la même histoire, c'était les Tandy qu'on appelait à l'époque, avec des cristaux liquides, et il faisait tellement chaud qu'on écrivait 5 phrases, les 5 phrases, elles s'affaissaient en bas de l'écran, et les cristaux liquides coulaient comme ça en bas. Donc on sortait des cartons qui étaient encore qui étaient derrière nous et qui devaient protéger les télés toutes neuves, et on les mettait autour de notre machin, en ventilant comme ça. En ventilant, non, on n'était pas long. On se fait un petit tour de la Coupe du Monde comme ça, en quelques secondes chrono, on prend l'avion, on prend l'habillage et on y va. Samir, vous me dites, quel groupe ? Alors, je suis arrivé un peu tard. Oui. J'ai dû changer mon choix, mais mon groupe est J. Le groupe J, Argentine-Algérie. Ok, oui. Très bien. Monsieur Roua. Le groupe E, celui de l'Allemagne qui doit se faire pardonner ces 2 dernières Coupes du Monde, qui prend la sensation des éliminatoires âme sud, à savoir l'Équateur de Pacho et la Côte d'Ivoire. Je pense que ce groupe va être bien tendu, avec bien des cartons rouges et bien des matchs intenses. On continue ce tour de l'alphabet. Le J, le E ont été nommés. Monsieur Rouillet, quel groupe ? Moi, c'est le groupe L. Ouais. Moi, il me fascine parce que je pense que l'Angleterre peut-être est favorite, mais je crains pour eux la Croatie. Ouais. Et le Ghana. Le Ghana, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe qui ne sera pas présente à la CAN, mais qui risque d'être de mettre le bordel dans ce groupe, tout simplement, parce qu'il y a des joueurs de talent et j'aime bien. Franchement, bien. Le Panama, je connais moins. L, il y a une lettre favorite, Hugo Guillemet, dans cette Oui, alors j'ai plus la lettre, mais c'est Brésil, Maroc, Haïti, c'est le C ? Écosse. C'est le C, ouais, c'est ça. J, E, L, C, et on finit par peut-être une nouvelle lettre, ou une lettre déjà nommée par le président du LUC. Déjà nommé, pour moi, les retrouvailles de Angleterre-Croatie après la demi-finale de 2018, dans ce groupe avec Panama et Ghana, j'aime bien ça. Comme moi. Ok, vous aimez bien. Merci, ça. Une autre lettre par le toujours très gourmand Félix Roy, mais c'est une alerte. C'est le groupe B. Le groupe B, Canada, Suisse, Qatar.
Mais si et seulement si, quoi? Si c'est l'Italie. Si c'est l'Italie qui, au bout des barrages, se retrouve dans ce groupe-là, avec un Canada qui est une équipe particulièrement sous-cotée et l'équipe la plus sous-cotée du football mondial, à savoir la Suisse, qui ne représente jamais pour quiconque aucun obstacle. Mais Canada, ils sont peut-être sous-cotés, mais c'était la meilleure équipe à prendre dans le chapeau A. Non, je trouve que ce groupe, si tu mets l'Italie dedans, avec le Canada qui a quand même des joueurs, et la Suisse qui embête toujours tout le monde, je pense qu'il va être intéressant. Parce que l'intérêt d'avoir l'Italie en barrage, c'était qu'on pouvait avoir un choc dès le premier tour. Ouais. Un Italie-Allemagne. Samir, Argentine, Algérie, c'est ça en fait? Vous avez sauté de joie? Vous avez non, je sais pas. Oui, parce qu'il est argentin d'origine. Bien sûr. Alors je suis argentin de cœur. J'ai toujours aimé cette équipe nationale de l'Argentine. J'ai vibré pour l'Argentine quand j'étais enfant. Je suis d'origine algérienne, donc pour moi le Argentine-Algérie va avoir une énorme signification et je vais prendre énormément de plaisir à le voir et je vais même essayer d'y être en live. La deuxième chose, c'est aussi un petit clin d'œil à l'histoire. En 82, le Autriche-Allemagne. On parle souvent de l'Allemagne, mais l'adversaire de l'Allemagne qui ont éliminé l'Algérie en faisant match nul, c'est l'Autriche. Pas match nul. L'Allemagne avait gagné 1-0. Oui, pardon, autant pour moi. L'Allemagne a gagné 1-0, c'était l'Autriche. Et donc un petit clin d'œil à l'histoire si l'Algérie arrive à, entre guillemets, prendre sa revanche et éliminer l'Autriche. Il y a des sensibilités parfois qui sont opposées. C'était le cas en début d'émission. Samir et Vincent étaient proches de quitter le plateau. Et puis, moi, je vous fais une annonce demain dans le journal L'équipe ou directement sur le site. Il y a un petit billet de Vincent sur ce fameux match Algérie-Autriche de la Coupe du Monde 82. On passe au Mondial 48 ou à 48. 48 nations, c'est une première. Depuis 90, c'était un mondial à 32 équipes. Il y a également des nouveautés. Deux nouveautés, l'apparition des 16e de finale et puis un top 4 protégé. Oui, les 4 premiers pays classés au classement FIFA, si elles terminent première, ne peuvent pas se rencontrer. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Cette question a accouché d'un super duel. Voilà, je cherche mes mots. On y va pour le jingle. Pardonnez-moi. Samir, Olivier, c'est le top 4. Et je crois qu'Olivier, vous souhaitiez faire commencer Samir, mais Samir est tellement élégant qu'il aimerait que vous commenciez. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'ai résumé le sujet. L'apparition des 16e de finale, ça vous intrigue, ça vous gratouille, ça vous chatouille. Hugo et Félix, qui commence? Vas-y. Ok, Hugo. Et, les 16e de finale, voilà, comme ça. Hugo, pourquoi ça vous intrigue là? Parce que déjà, l'autre possibilité, ça me disait franchement rien. Je ne les trouve pas spécialement protégés. Je me suis intéressé au sujet. 16e de finale, en revanche, c'est intéressant parce que c'est là où on commence à avoir le sel à la Coupe du Monde, c'est les matchs à élimination directe. Là, on en ajoute un dans le parcours. Et franchement, que demander de plus? Pour moi, c'est la petite nouveauté qui peut faire la différence. Parce que tout le reste, la phase de groupe avec les 3e qui vont quasiment tous se qualifier, ça peut être un peu long, un peu barbant. Tout de suite, on va arriver en 16e de finale, il va y avoir beaucoup d'éliminés et des bonnes surprises. Le top 4 avec les 4 premiers du classement FIFA protégés qui ne peuvent se rencontrer uniquement qu'en demi-finale s'ils terminent premiers. Quand on parle d'intrigue, je ne pense pas que les 16e de finale, ce soit une intrigue. Pour moi, ce n'est pas une intrigue, pour moi, c'est quelque chose de totalement logique. En revanche, que tout d'un coup, on protège les 4 premiers, je ne comprends pas. Moi, j'ai envie de voir, même s'ils doivent se rencontrer l'un contre l'autre, moi, ça me fait plaisir. Alors, bien sûr, comme on préserve toujours tout, comme on préserve toujours les plus riches pour qu'ils aillent au bout pour aller au carré final, c'est sûr qu'au départ, on se dit, il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Moi, je ne vois pas ce que les 16e de finale apportent. Ce n'est pas une intrigue. C'est quelque chose qui, pour moi, est normal. Donc, préserver les 4 premiers, ça m'agace. Voilà. Monsieur Roy est demandé, les 16e vous intriguent plus, là? On préserve toujours les gros de plus en plus, mais on décide qu'il faut qu'ils jouent le plus souvent possible. Donc la conséquence directe de cette Coupe du Monde à 48, c'est qu'on va jouer 15 jours pour sortir 16 équipes. Ça va le différentiel avec la formule d'avant. Donc ça, en l'occurrence, tout le monde était un peu circonspect. Mais le bon point, effectivement, c'est que les matchs coup près arrivent plus tôt, même si on aura des échéances précédentes plus placées sous le signe du calcul et pourquoi pas un peu lénifiantes. L'histoire de protéger les gros, par définition, le fait qu'il y ait des chapeaux en protège certains et d'autres non, donc ça ne change pas grand-chose. Samir Kiat, le top 4 vous intrigue, pourquoi? Oui, ça m'intrigue, ça m'intéresse aussi parce que c'est une innovation intéressante qui valorise la régularité aussi des équipes sur la saison à travers leur classement. Ça donne un vrai enjeu aussi supplémentaire à certains matchs sur certains matchs où il n'y avait pas vraiment d'enjeu, ça va obliger les équipes à les jouer pour finir premier, pour pouvoir être protégés
par la suite. Ça protège aussi l'impact médiatique et communication où on essaie de sécuriser aussi ces demi-finales et protéger les demi-finales et avoir des affiches sur les demi-finales. Fin de ce super duel, Président, à vous de trancher. Le top 4 ou les 16e? En fait, je suis assez partagé parce que c'est vrai que la volonté de protection, je trouve qu'elle existe, comme l'a dit Félix, à travers les chapeaux, mais à la limite, ça suffisait. J'aime quand même bien qu'il reste une part d'aléatoire. Et là, quand on réduit la part d'aléatoire, on touche un petit peu quand même. On oriente trop. On réduit l'équité aussi en même temps et on réduit l'incertitude qui a toujours existé dans l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'on est moins fidèle à l'histoire du foot quand on invente comme ça une règle pour en protéger certains et pas d'autres. Et c'est ce qui vous intrigue alors? C'est ce que vous retenez. Ouais. Mais c'est aussi, mais les 16e, c'est la même chose. Bon, effectivement, il y a 15 jours pour en éliminer 16, mais avant, en 94 aux États-Unis, il y avait 15 jours pour en éliminer 8. Hein, c'était encore pire. Oui, les meilleurs 3e, c'est pas une nouveauté finalement. Non, vous nous le rappeliez. Dans les Coupes du Monde à 24, c'était déjà le format. Donc moi, je sais pas. Je pense quand même que c'est les 16e. C'est les 16e parce que ça fait vraiment... Ça change un peu Déjà, ça fait un match de plus. C'est-à-dire qu'avant, pour gagner une Coupe du Monde, il fallait 7 matchs. Et là, maintenant, ça veut dire qu'il en faut 8. Et là, quand même, ça commence à faire. Aurier, Kiyat, Olivier et Samir ont gagné le super duel.